Bonjour à tous. Donc, bienvenue et merci d'être venus à notre deuxième édition du concours d'éloquence des engagés Clermont-Ferrand. L'année dernière, c'était tenu dans le même lieu, le tout premier concours, donc c'était dans le cadre scolaire que j'avais organisé avec l'ISIMA, donc l'école d'informatique qui accueille aujourd'hui avec ici dans le pôle commun ISIMA Polytech, donc les deux écoles d'ingénieurs en Auvergne. Et ça avait bien marché, donc on a décidé de reconduire ce nouveau concours d'éloquence. Donc merci à tous d'être venus. C'est organisé par les engagés Clermont-Ferrand, donc une association qui existe un petit peu dans toute la France. Nous avons ici une membre de l'association nationale des engagés qui va venir vous faire la présentation de l'association. Vous pouvez l'applaudir. J'espère que vous allez bien, je vais tâcher d'être brève parce que je suis impatiente de voir tous nos participants ce soir. Donc effectivement, pour présenter brièvement l'association Les Engagés, c'est une association qui s'est créée en 2017, qui a pour vocation de développer l'engagement des jeunes, que ce soit associatif ou entrepreneurial. Et on a développé des équipes locales à Bordeaux, à Paris, à Lille, à Nantes et à Clermont-Ferrand, c'est ce qui nous réunit ce soir. Et je pense que c'est ces équipes locales qui font vivre notre association, puisqu'on essaie de mettre en place différents projets, que ce soit des visites d'institutions, des débats, des rencontres et des concours d'éloquence. Et à ce titre, j'aimerais remercier grandement l'équipe des engagés de Clermont-Ferrand, qui m'ont permis d'être dans le jury ce soir et qui nous ont permis à tous d'assister à ce débat, à cet événement. Voilà, je vais conclure là-dessus. Mais merci d'être là. Et puis ceux qui vont passer ce soir ont tous mes encouragements parce que c'est déjà un énorme courage de réussir à venir devant vous. Moi, Clément Troncal, je suis vice-président de l'antenne de Clermont et fondateur aussi, j'ai envie de dire. Et il y a le président qui est à la régie aujourd'hui, qui s'occupe de toute la régie, et puis toute l'équipe des engagés qui s'occupe un petit peu de tout ça. Donc on est tous à votre service ce soir. Donc merci beaucoup. Et maintenant nous allons accueillir notre partenaire Oxoteam qui a financé l'événement. Donc je vous prie d'accueillir Jordan Favier de l'entreprise Oxoteam pour venir présenter son entreprise. Alors, bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être ici parmi vous, merci pour l'invitation. Donc comme l'a dit Clément, moi c'est Jordan Favier, consultant fonctionnel chez Oxoteam. Est-ce que vous connaissez Oxoteam? Vous en avez déjà entendu parler ou pas du tout? Non, pas du tout. Vous ne pourrez plus dire que c'est le cas après. Je vais vous le présenter. Oxoteam, c'est une petite entreprise du coup qui a été créée en 2017. Les deux fondateurs, donc, qui s'appellent Jérôme Favier et Jérôme Barre, aucun rapport avec moi, je m'appelle Jordan Favier, mais c'est pas de ma famille. Les deux fondateurs avaient envie de créer quelque chose d'un peu différent de ce qu'ils avaient connu dans les grands groupes dans lesquels ils ont travaillé. Donc, est-ce que tout le monde est familier avec le concept d'entreprise de services numériques? Pas du tout. Ouais, plus ou moins. Alors, les entreprises de services numériques, c'est plutôt simple, ce sont des entreprises qui font du service dans le domaine du numérique, en mettant à disposition des clients qui vont accompagner des personnes, donc avant tout des compétences soft, des personnalités, mais aussi des compétences techniques pour les accompagner dans la réussite de leurs projets. Donc voilà, pour faire bref, Oxoteam, c'est une jeune entreprise qui aime mettre en avant les valeurs humaines. On fait des recrutements avant tout sur des personnes, des valeurs humaines. On aime le travail qui fait sens, le sens de l'engagement. On aime aussi le goût du challenge. Et on recrute avant tout des personnes sur leur profil. Par exemple, on a un de nos collaborateurs qui s'appelle Pierre-Henri, qui a participé au 4L Trophy. On l'a recruté plus ou moins pour ça. Est-ce que vous connaissez 4L Trophy? Ouais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, moi je ne suis pas expert, alors si je dis une bêtise, vous m'en voudrez pas trop. C'est un énorme challenge en 4L qui a lieu, si je ne dis pas de bêtises, en Afrique. Et du coup, il a participé à ce 4L Trophy, nous a raconté un peu son expérience, et nous on y a vu quelqu'un qui était assez compétiteur et qui avait le goût du challenge, un peu les valeurs, l'ADN Oxo. Donc on l'a recruté, aujourd'hui il travaille avec réussite sur les projets de nos différents partenaires et clients. Voilà, que dire d'autre sur Oxoteam? On aime bien les gens qui ont le sourire. On est implanté à La Part-Dieu, dans le parc technologique, non loin de Turing 22, pour situer un petit peu. Voilà, dans les grandes lignes.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je serai là pour y répondre. Merci Jordan. Du coup, au niveau du 4L Trophy, nous aussi les engagés, on a parrainé une voiture qui part au 4L Trophy. Donc on l'a donné des petites fournitures scolaires en échange de notre petit logo sur la voiture. Donc si jamais vous allez dans le fin fond du désert du Maroc, et ben, vous verrez le petit logo des engagés Claremont sur une petite 4L du 4L Trophy. Alors maintenant, nous allons passer au concours d'éloquence. Donc nous allons avoir 9 orateurs ce soir qui vont discuter pendant 5 minutes sur un thème libre, un thème qu'ils ont choisi. Ce qu'on veut faire découvrir, on veut promouvoir l'art oratoire pour tout le monde. Donc tout le monde peut tout le monde peut participer au concours. Les inscriptions se sont terminées le 15 janvier. Et il y a une phase de présélection où les orateurs ont envoyé une vidéo de 3 minutes. Et les 9 meilleurs ont été sélectionnés, les 8 meilleurs plus le gagnant de l'année dernière qui remet son titre en jeu aujourd'hui, pour venir vous exposer le thème de leur choix aujourd'hui pendant 5 minutes, avec un jury d'exception qui est tenu secret, pour un souci d'équité pour les orateurs. Je crois que le premier orateur est entré dans la salle. Il s'appelle Paulin Devanlé, et c'est le gagnant de notre concours d'éloquence l'année dernière. Applaudissez-le. Noble jury, membres des engagés, mesdames, messieurs, bonsoir. Avant de commencer, je dois vous faire une confidence qui m'embarrasse quelque peu. Hier encore, ou plutôt samedi, je ne savais pas exactement de quoi j'allais vous parler. Quelle erreur! Dans un tel concours, face à un tel public, face à de tels adversaires, je me devais bien de prononcer quelques mots, mais encore quelques mots qui ne soient pas vides de sens. Je me devais bien de parler, mais encore de dire quelque chose. Eh bien, samedi, je ne savais pas ce que j'allais vous dire. Alors évidemment, je me suis creusé la tête. Et au fond de ce bocal creux, je n'ai rien trouvé. Il m'a fallu descendre plus bas, plus profondément. Et puis il m'est apparu comme une évidence. J'ai un cœur. Oui, un cœur, voilà l'étincelle, cette lumière au fond du tunnel dans laquelle je m'enfermais. Alors je vais vous parler avec le cœur de mon cœur. Les mots d'un ancien président auvergnat me viennent de suite en mémoire. Non, monsieur, vous n'avez pas le monopole du cœur. J'ai moi-même un cœur qui bat à sa cadence qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Évidemment, je n'ai pas le monopole du cœur. Loin de moi cette idée. Mais ce cœur qui est le mien, ce cœur si particulier, il bat un rythme qui, lui, je crois, est universel, puisque c'est celui d'un cœur qui aime. Ce soir, mesdames et messieurs, je veux vous parler de l'amour, de mon amour. Mais c'est quoi ça, l'amour? Il est partout, l'amour. Il est dans nos romans, il est dans nos musiques, il est dans nos livres. Et comment le reconnaître quand on le croise? Comment savoir quand on aime? Je crois que le mythe nous éclaire un peu. L'amour, il est le fils de Poros, celui qui est habile, celui qui déploie tout un tas de stratagèmes pour obtenir celui qui veut. Et de Peña, la peine, la pauvreté, celle qui n'a rien. Un soir, après un grand banquet, Poros alla s'assoupir au coin d'un arbre. Peña, qui, de par sa condition de misère, n'avait pas eu accès au banquet, alla rejoindre Poros endormi. Elle le séduit, et bientôt ces deux êtres, ensemble, s'assemblent. Quelque temps plus tard naquit Eros, l'amour. Curieux, n'est-ce pas, que de se dire que l'amour est né d'une partie de jambes en l'air après une soirée un peu trop arrosée. Mais quelque chose nous indique ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est ce moyen terme, cet entre-deux, entre celui qui a ce qu'il veut parce qu'il peut déployer des trésors d'imagination et de stratagèmes pour obtenir, et celui qui simultanément n'a rien, celui qui peine, celui qui n'a rien parce que c'est un fils de peine. Le voilà, l'amour. Il est cette contradiction, il est ce désir. Il est ce désir qui nous opprime. Il est cette étincelle qui tout à l'heure m'a inspiré un discours et aujourd'hui me consume de l'intérieur. Il est ce désir parce que je l'aime et parce que je ne suis pas aimé en retour. Il est ce manque. Il est rien. Alors Jacques Brel pouvait bien chanter quand on n'a que l'amour, quand on n'a que l'amour à offrir en retour, quand on n'a que l'amour pour faire taire les tambours. Eh bien moi je vous le dis en vérité, quand on n'a que l'amour, on n'a pas grand-chose. On est là, on n'est rien. Quand c'est tout notre être qui tend vers l'autre, on l'amène au restaurant, on veut lui offrir le meilleur, alors on croit que l'éclat de nos bourses peut le séduire, et puis on l'invite, et puis on est là, on est dans une chambre qui n'a même plus de lumière, on a tout perdu, épuisé, sans vêtements, exténué. Et on n'a rien. Ou plutôt si elle est là, elle est belle. Je la regarde, et je l'aime, et elle m'aime, et nous nous aimons. Et tous les deux ensemble, l'éclat de notre amour suffit seul à éclairer cette pièce. C'est ça l'amour que j'aime. Il est filia, il est caritas. Parce qu'il aime sans retour, parce qu'il est plaisir d'offrir, il ne peut nous faire souffrir. Ah, qu'il est beau cet amour-là. C'était un infini mis à la portée des caniches, comme disait Céline. Et c'est en nous comportant comme des chiens de la casse qu'on le manque. Mais on n'en est pas digne. L'amour,
c'est quand un seul être vous manque et que tout est dépeuplé. L'amour, c'est ces deux êtres, ensemble, qui s'assemblent et qui l'un dans l'autre découvrent une réalité supérieure. L'amour, c'est cette chandelle qui est mise sur le chemin de l'existence pour guider le passant dans la nuit. L'amour, le voilà. Nous pouvons faire entrer notre second orateur qui s'appelle Jules Caff. Applaudissez-le. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Pas de fachos, dans nos quartiers, pas de quartier pour les fachos. À bas le patriarcat, le capitalisme et le racisme d'État. Face à l'extinction, la rébellion. Vous avez certainement déjà entendu l'un de ces slogans, soit en manif, soit dans le tram ou en voiture, en pestant contre ces éco-terroristes, féministes hystériques, wokistes et j'en passe. Et vous avez certainement continué votre journée au boulot en ne gardant qu'une infime, voire aucune, trace de cet événement perturbateur de votre vie. Un instant qui aurait pu tout faire basculer. Croisez le regard d'un, une militant, militante, foulard sur le visage, une flamme d'espoir et de colère dans les yeux, prête à brûler le système qui vous fait vivre. Mais au fond, ces militants et militantes, ces radicales et radicaux, ne seraient-ils pas une partie de la réponse à apporter aux crises auxquelles nous faisons face? Après tout, étymologiquement, la radicalité ne signifie que s'attaquer à la racine des problèmes. Et les problèmes, nous les connaissons tous. La 6e extinction de masse de la biosphère en cours, les inégalités, la pauvreté, le manque de considération des minorités, la chanson Despacito, le patriarcat, le capitalisme, l'inaction des gouvernements et des entreprises, les super-profits. Tout ceci avec des conséquences dramatiques sur la biodiversité, le monde vivant et nous. Pourquoi le monde est-il si calme? Nous sommes en train de mourir dans un silence assourdissant. Pourquoi les informations ne nous indignent-elles plus? Ont-ils gagné ceux qui tuent? Pas encore. On ne va pas se laisser faire. Vous avez, après tout ce que je viens de vous dire, vous avez certainement ressenti différentes émotions. Que cela soit le désespoir, la colère, la tristesse, ou alors de la résignation ou l'envie d'agir, de l'éco-anxiété. Et c'est là que naissent les valeurs, les convictions. L'envie de se battre, de changer les choses à son échelle. Rajouter à une dose de rationalité, cela se transforme en idée. Les activistes ne sont finalement que des gens comme vous et moi, qui ont su transformer leur déni en éveil, leurs émotions en action, du simple mais essentiel éco-geste à la destruction de pipeline. Total énergie en sueur. Est-ce que vous vous êtes déjà réellement posé cette question? Pourquoi est-ce que je ne me rebelle pas? Pourquoi est-ce que je me satisfais de cette vie d'opulence abstraite? De cette course effrénée vers un récif déjà anticipé mais qu'on ne pourra bientôt plus éviter? Pourquoi est-ce que je reste dans ma bulle plutôt que de rejoindre le multivers des possibles? Nous sommes tous touchés par les injustices, que ce soit toi ou bien toi. Nous avons tous le potentiel et la légitimité de faire entendre notre voix. Vous connaissez certainement cette sensation, à la sortie d'une salle de ciné ou de sa couverture après avoir fini un livre, et ressentir l'invincibilité du héros ou de l'héroïne. Avoir envie de le rejoindre dans ses combats face à l'iniquité du monde. De se battre pour celles qui n'ont rien demandé, si ce n'est de vivre. Nous avons tous et tous cet héros ou cette héroïne en nous. Des compétences, des talents nécessaires pour sauver ce qui peut encore l'être. Alors, oui, nous pouvons penser que
notre impact sera moindre, que les risques sont trop importants, que cela implique forcément de se priver de liberté. Mais en effet, pour la plupart, pour certaines personnes, parmi les plus discriminées, cela n'est pas possible. Mais pour la majorité d'entre nous, qu'est-ce qui est le plus important? 24 heures de garde à vue, ne plus prendre l'avion? Ou alors vivre sur une planète habitable, auprès de celles qu'on aime? Et puis, qu'est-ce que c'est grisant d'inventer ensemble pendant des heures, de passer des nuits à changer le monde, tous ensemble, ne pas rester seuls. Faire bloc pendant une manif, unis par une même force invisible, un cri de rage, s'enlacer dans une zone à défendre, pour protéger cette biosphère que l'on chérit. Tenter d'être délogé et voir que malgré tout, l'amour résiste à l'injustice de la légalité. En réalité, militer, c'est avant tout avoir de l'espoir. C'est avoir l'espoir qu'un autre demain sera possible. Que si on s'y met tous ensemble, nous allons pouvoir changer les choses. Dans une révolution lucide et joyeuse. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Les engagés sensibilisent les jeunes à l'engagement, mais il n'y a pas d'âge pour venir à nos événements et pour pouvoir s'engager. Le concours est ouvert à tout le monde et nous vous prions d'accueillir Catherine Romeuf. Bonsoir. Il n'y a pas d'âge, effectivement, et après tout, pourquoi pas. Dans la vie, on a parfois des rêves. Quand on était enfant, on en avait. On a fait même des projets sur la comète. Parfois, il y a des choix cornéliens à faire parce qu'on prend des routes détournées. Même ce soir, décider d'un thème, eh ben, ça n'a pas été évident parce que c'est tellement vaste. Les sujets d'actualité, par exemple, m'auraient bien branché. Mais j'ai choisi une autre orientation, notamment un sujet qui me tient à cœur, l'enfance. Alors, à plus d'un titre, mais je vais le développer au cours des 5 minutes. Et effectivement, quand j'étais plus jeune à Paris, je voulais être archéologue. J'aime l'histoire, les voyages, la science, la littérature. Donc j'ai commencé par une fac d'histoire de l'art. Mais parfois, il y a des destins, des chemins détournés. Mes parents ont divorcé et mon père ne voulait pas financer mes études, donc j'ai dû réorienter un petit peu mes choix. Et j'ai commencé par être puéricultrice, qui est un beau métier. Je travaillais en réanimation auprès de prématurés, mais tout en travaillant et en m'occupant de mes enfants, j'ai repris régulièrement des études, ce que je fais en ce moment en histoire de l'art. Et puis du coup, j'ai eu d'autres choix à faire. Mais comme dit André Gide, choisir, c'est renoncer. Alors j'ai pas renoncé à tout, puisque j'ai repris régulièrement des études, notamment celle de bibliothécaire. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, j'ai la passion des livres, et les livres c'est important. Quand vous vivez par exemple des drames personnels, ce qui a été mon cas, j'ai perdu 2 de mes enfants, et il y a quelqu'un qui me tient à cœur, mais bon, qui est connu maintenant, c'est Boris Cyrulnik qui parle de la résilience. Et c'est un petit peu le sujet de savoir qu'on peut tous avoir un jour des épreuves dans la vie, mais quand on les a passées, on va dire que c'est du domaine de l'expérience. Mais j'ai des passions, et ça, les passions, franchement, je le conseille à tout le monde. J'en ai un peu trop, au goût de certains, mais j'ai par exemple la passion du chant, je fais du chant classique, du gospel, tout ça, et puis j'ai surtout la passion de l'astronomie. Et pour les Clermontois, enfin ceux qui habitent, qui sont étudiants au campus, il y en a qui le connaissent peut-être, il y a un club, les 4A, qui sont sur le campus. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'effectivement, nous, on voyage avec notamment nos télescopes, on va voir le ciel, observer le ciel. Et puis, j'ai eu la chance de parcourir tout le globe et de voir un phénomène qui est spectaculaire, ce sont les éclipses totales de soleil. La Lune se met, je vous le fais court en une phrase, la Lune se met devant le soleil, il fait nuit en plein jour. Et je vous assure, quand vous en avez vu une, vous n'avez qu'envie, c'est d'en revoir d'autres. Voilà, ça fait partie des passions, j'en ai d'autres. Je fais du théâtre, entre autres. Et ça, c'est une passion que j'ai depuis l'enfance pour soigner une timidité qui est encore présente, vous voyez. Pas d'âge non plus pour être timide, mais parfois on peut essayer de se soigner. Et ce théâtre, je fais partie de plusieurs troupes, dont une où on crée des contes. Et cette année, donc, on a choisi pour thème l'amour.
Alors il y en a qui l'ont choisi sous le thème un peu coquin, vous en doutez. Moi j'ai choisi plutôt parler des amours d'enfants. Et mes petits personnages, donc il y a une petite fille qui s'appelle Noël, qui est timide, qui va rentrer à l'école, et la maîtresse lui dit « je te confie Thibaut ». Et lui, par contre, il a du bagou et tout. Alors il lui pose une boîte de crayons devant, et puis il lui dit, probablement c'est sa façon de lui souhaiter la bienvenue, puis il lui pose une question. Il lui dit « Tu t'appelles Noël, t'es la fille du Père Noël ?» Et elle rit. Il dit « Mais non, je suis simplement née le jour de Noël ». Et là, c'est un coup de foudre, ça ne s'explique pas, même tout petit, même plus jeune. Et effectivement, ils sont devenus inséparables. Et lui, il l'a protégée, et elle, en échange, elle était sa fée, sa princesse, protégée. Et puis, il pensait que c'était pour la vie, parce que même Thibaut lui a dit, quand on sera plus grand, on se mariera. Et en fait, parfois, on ne voit pas les nuages arriver devant nous. Et là, un soir, le papa de Noël lui dit, nous allons partir cet été. Et là, les larmes sont arrivées, parce qu'elle a compris très vite qu'ils allaient être séparés. Et du coup, ce n'est pas évident. Parfois, les parents décident pour les enfants, et ils ne tiennent pas toujours compte des amours d'enfants, effectivement, c'est pas évident. Mais comme le dit aussi quelqu'un que j'aime bien, Oscar Wilde, qui est un écrivain irlandais, il dit visez la lune, si vous tombez, vous atterrirez toujours dans les étoiles. Je vous remercie. Donc, nous allons passer au 4e orateur qui s'appelle Thibaut Keller. Bienvenue. Cher public, chers orateurs, bonjour. Alors, je me présente, Thibaut, étudiant à l'IUT du Puy-en-Velay, dans l'optique d'obtenir mon BUT informatique appliqué au traitement de l'image. Du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu du mal à communiquer. Cela m'a toujours posé problème. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi de me présenter pour gagner confiance en moi. La thématique que j'ai choisi d'aborder est l'optimisation numérique. Cela ne parle pas à tout le monde et donc je vais vous l'expliquer. L'idée pour moi est d'éveiller les consciences des personnes prêtes à m'écouter sur l'impact de leur choix en termes d'outils, de logiciels, mais aussi de matériel informatique. Si je réussis à vous faire prendre conscience que nos choix coûtent pour tout, notre porte-monnaie et notre planète, c'est que j'aurai remporté mon défi. Bon, désormais, je vais vous citer un exemple. Votre ancien ordinateur. Quand je dis ancien, je parle du tout premier ordinateur que vous ayez eu entre les mains. C'était sûrement celui que vous aviez au lycée, au collège, ou qui appartenait à vos parents. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, vous avez forcément eu un ordinateur que vous n'utilisez plus aujourd'hui. Pourtant, sur cet ordinateur, vous pouviez faire du traitement de texte pour faire vos devoirs, ou encore télécharger vos images et les afficher, lire des vidéos, naviguer sur Internet, voire même jouer à des jeux vidéo. Et aujourd'hui, si vous reprenez cet ordinateur, que pourriez-vous faire avec? Je vous le dis, sûrement pas grand-chose. Du traitement de texte et encore. Un exemple encore plus concret. En 1969, nous avons envoyé des hommes sur la Lune avec un ordinateur possédant 70 kilooctets de mémoire. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, cet ordinateur ne serait même pas capable d'envoyer un mail sans pièce jointe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en tant que développeur, il est de mon devoir d'optimiser mes logiciels. Mais aussi, du coup, le problème, c'est que beaucoup de développeurs comme moi ont souvent tendance à ne pas optimiser leur logiciel. Et cela crée ce qu'on appelle des obésiciels, ou plus couramment appelé en anglais bloatware. Ce sont des logiciels qui utilisent une quantité de ressources plus importante que ce qu'ils ne devraient. Ces obésiciels accélèrent l'obsolescence de nos ordinateurs. Les mises à jour de plus en plus lourdes nous incitent, voire nous forcent, vous l'expérimenterez avec Windows 11, à nous débarrasser de nos ordinateurs presque neufs.
Vous munirez donc d'un nouvel ordinateur dont la fabrication a un coût environnemental. Petit, on nous a toujours appris à ne pas gaspiller la nourriture. Donc, pourquoi gaspiller du matériel informatique? Que pouvons-nous faire à ça? Eh bien moi, en tant que développeur, comme je vous l'avais dit, je dois optimiser mes logiciels. Mais vous, dans tout ça, il vous faut acheter le matériel le plus puissant possible de manière à le conserver plus longtemps. Ou acheter du matériel d'occasion, de manière à limiter l'empreinte carbone d'un matériel qui pourrait être jeté. Aussi, il vous faut utiliser des logiciels open source qui, de manière générale, consomment moins de ressources. Et enfin, il nous faut forcer l'État à prendre des mesures concrètes pour encadrer le développement de logiciels. Et quand je dis de logiciels, je parle de logiciels appartenant à des entreprises. En politique, on parle souvent d'écologie, mais on parle très peu de l'impact du numérique. Pourtant, ce dernier représente entre 2 et 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, soit autant que le secteur du transport aérien. Et au vu de l'évolution du numérique, ce secteur représentera bien plus que le transport d'ici quelques années. Et quand je dis le transport, je parle de tout le transport. Voiture, avion, bateau, autre. Alors, je pense qu'avec mon discours, vous avez pris conscience que vos choix en termes d'outils, de logiciels, mais aussi de matériel informatique comptent pour tout, notre porte-monnaie et notre planète. J'ai aussi éveillé vos devoirs éco-citoyens. Éveillé, enfin... Voilà. Je pense avoir tenu ma parole. J'ai relevé mon défi. Merci de m'avoir écouté. Les jurés ont terminé. Nous pouvons accueillir notre 5e oratrice, Warda Ganoun. La vie, l'un des sujets les plus philosophiques, plutôt le sujet le plus philosophique qu'il soit. Durant les prochaines minutes qui vont nous suivre, nous allons tenter de définir la vie, de l'éclaircir, pour mieux la comprendre et l'apprivoiser. Selon une approche scientifique, la vie se caractérise par un organisme qui échange de la matière et de l'énergie avec son environnement. Peut-on néanmoins se satisfaire de ces termes? Peut-on affirmer que la vie s'incarne de cette manière? Cette définition nous semble réductrice. Tentons ainsi une autre approche, plus métaphorique et moins prosaïque. Imaginez-vous un jardin, votre jardin intime composé de plusieurs fleurs. Chaque fleur constitue une émotion, une part de votre histoire et vos mots. Ce jardin fleurit vos peurs, vos douleurs, vos chagrins, mais aussi vos joies, vos cris et vos victoires. Ce jardin recèle votre moi profond. Commençons à former notre bouquet pour saisir la vie. Gambadons, marchons, dansons. Je contemple un jardin rempli de couleurs. Une fresque se dessine sous nos yeux. J'attrape la première fleur devant moi. Cette fleur est blanche, sans épines. Elle est pure, satinée. Cette fleur symbolise l'enfance. Aucune tache ne la salit. Son parfum me fait penser à une glace vanille, à l'odeur du sable mélangé aux cheveux humides, puis à l'encre. Son son s'apparente à des cris d'enfants, aux premiers pleurs, aux premiers contes et aux premières questions incessantes. Pourquoi le ciel est-il bleu? Comment l'arc-en-ciel se forme-t-il? Pourquoi dois-je faire dodo? L'enfance, cette fleur de sensibilité, de curiosité et de vivacité. Aucune honte, aucun filtre. Cette fleur est nue et dénudée. Elle s'incarne et nous l'admirons. Je la garde précieusement. Le parfum de cette fleur m'embaume de nostalgie, mais plus particulièrement d'humanité. Flânons encore dans ce jardin. Regardons autour de nous. Une m'intrigue, vous intrigue. La pluie l'épouse. Aucun insecte ne s'approche d'elle. Car oui, comment parler de la vie sans évoquer la tristesse? Comment mentionner la lumière sans l'obscurité? Le jour sans la nuit? L'amour sans la haine? Et le bonheur sans le malheur? La vie se noue dans des paradoxes, se construit dans ses propres oxymores. Cette fleur est noircie. Je la touche, elle est remplie d'épines. Elle m'égratine. Ces épines sont les filles de l'ingratitude, de l'ignorance et de l'indifférence. Cette fleur ne porte aucun fruit, si ce n'est que la haine de soi et des autres. Le cœur s'accélère, les larmes montent.
Nous devons la garder, croyez-moi. La pluie cessera, elle fanera et nous offrira la plus belle des fleurs. Croyez-moi. Dans ce jardin, nous apercevons de l'autre côté le soleil, qui éblouit une fleur singulière. Les abeilles dansent avec elle, un miel d'amour et d'espoir s'offre à nous. Cette fleur est étincelante, elle devient à son tour le soleil. Cette fleur est jaune et représente la métamorphose, ou les métamorphoses. Je la saisis, des pensées, des éclats de rire, des bonheurs me parviennent. Cette fleur nous psalmodie des vers si chers à René Char. Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienveillance. Elle crée l'été, et nous dépeint un univers si poétique et onirique. Cette fleur est jaune, elle devient le soleil. Ce bouquet, enfin ficelé, forme les lieux de notre vie. Ce bouquet, ce soir, je vous le dédie. Saisissez chaque pétale, arrosez les fleurs qui vous concernent. De la même façon que Voltaire l'écrivit à la fin de son conte Candide de l'optimisme, il faut cultiver votre jardin. Il est ainsi essentiel de s'arroser afin de se comprendre, de s'entendre et de s'humaniser. Nous sommes toutes et tous une fleur peinte d'un pêle-mêle de couleurs. Toutefois, je reformulerai l'idée de Voltaire en vous souhaitant aussi de cultiver les jardins d'autrui. Je vous souhaite de semer des graines dans chaque jardin que vous croisez, partager vos fleurs colorées. Je vous souhaite de vous frotter à ce monde, de butiner, de flâner, de fleurir, de rire et de lire. Je vous souhaite de vivre les 4 saisons, un hiver glacial soit-il, mais un hiver qui vous quittera lors de votre périple. Je vous souhaite des printemps antérieurs. Je vous souhaite de faner afin de repousser. Je vous souhaite de vous déployer. Je vous souhaite les plus belles tiges et les plus beaux vertiges. Je vous souhaite de planter les plus belles roses chez les êtres que vous chérissez. Je nous souhaite d'amonceler nos jardins pour engendrer une fleur authentique, l'humain. Je nous souhaite finalement d'infinies récoltes, des poèmes, des silences, des révoltes, des semences, des je t'aime, des frénésies, la vie. Nous allons passer à notre 6e orateur. Nous appelons Saint-Marc Andichac. Vous pouvez l'applaudir. Bonsoir à tous. Ce soir, il me tenait à cœur de vous parler de quelque chose que l'on connaît tous. J'aimerais vous parler de la peur. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la peur ? Doit-on davantage l'apercevoir comme étant le flambeau qui nous éclaire ou le bourreau qui nous met à terre ? Ainsi, se laisse-t-on guider ou dicter par celle-ci ? La peur, parfois même la terreur, est ce sentiment qui nous saisit, cette émotion qui jaillit avec tant d'aisance qu'elle nous emporte dans la danse. Alors, bien périlleux, s'annonce le grand voyage du petit peureux, qui rebroussera chemin, remettant à demain son ambitieux dessein. Il est possible de vaincre ses peurs, me dira-t-on. Allons tous en chœur déconstruire ce dicton. Nous pouvons uniquement en ricaner. Comment voulez-vous combattre ce qui ne saurait être identifié ? Comment voulez-vous lutter contre ce qui touche à notre intériorité ? Il est évident que celui à qui la peur ne causera la ruine est simplement celui qui saura en trouver l'origine. Malheureusement, il n'est pas aisé de savoir trouver la raison de ce qui peut nous terrifier. Toute la question du courage réside en cela. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre, disait Mandela. Par ailleurs, n'est-il pas tout à fait déraisonnable de se laisser dicter par la désolation ? Ne faut-il pas voir en elle un instrument de manipulation ? Ainsi, l'homme n'est-il pas davantage sage lorsqu'il craint, ayant peur pour sa propre fin ? Alors, on le laisse à la paresse. On l'envoie valser au bras de la lâcheté, puis enfin, on le dresse à la peur pour qu'il ne prenne de la hauteur.
Mais dites-moi, est-ce la peur d'échouer ou la peur de gagner, qui nous empêche d'avancer? Car oui, la peur de réussir existe. Parfois même, elle transcende le désir d'exister, en portant cette responsabilité. Le victorieux peut savourer, soit, mais il doit aussi assumer. Il peut, par ailleurs, être terrifié. Lorsque la victoire le projette, le jette dans ce dont il a toujours timidement rêvé, mais dont il se retrouvera prisonnier lorsque cela viendra à se réaliser. Car oui, je le dis ici, que sommes-nous censés faire après? Après avoir gagné, où doit-on se diriger? Lorsque cette ambition était ma seule horizon, elle qui me paraissait si loin, désormais je la tiens. Mais celle que l'on connaît tous, c'est cette frousse d'échouer en beauté. Elle provient, en réalité, de la valeur bien trop élevée que l'on attribue à autrui, à son avis et à la possibilité qu'il a de juger notre vie. Alors, ambition ou raison? Bien que la peur n'ait rien de raisonnable, elle provient souvent de l'idée que l'on se fait de ce qui est raisonnable. Néanmoins, le plus prudent n'est pas toujours le plus intelligent. L'autre te dira « Tu risques gros à faire ceci. Oh, il serait préférable que tu agisses ainsi. Mais allons, cessons de lui accorder du crédit. En réalité, mon ami, tu es celui qui choisit ta vie. » Je finirai par citer l'auteure américaine Marianne Williamson. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inadéquat. Notre peur la plus profonde est d'être puissant au-delà de toute limite. Nous nous demandons, qui suis-je pour oser être brillant? Mais en fait, qui suis-je pour ne pas l'être? Merci à tous. Nous pouvons maintenant accueillir notre 7e orateur, Ali Kadmiri. 24 décembre 2020. Veille de Noël. Ce soir-là, toute ma famille se retrouve. Sur la table, un tas de nourriture à en perdre la tête. Sous le sapin, pas de cadeau. La soirée passe comme tous les ans, suivant la même structure, le même enchaînement. Soudain, mon oncle me tend son téléphone pour me montrer un nouvel outil technologique apparemment révolutionnaire. ChatGPT. Une intelligence artificielle capable de discuter et d'assister n'importe quel humain dans des tâches mentales parfois complexes et avec un esprit de synthèse plus qu'époustouflant. Le voilà, mon cadeau. Ça y est, moi, le futur ingénieur qui n'avait pas l'habitude de m'extasier devant de nouvelles technologies, cette fois ma tête explose. Je n'endors pas que la nuit. Une foule d'idées inachevées et de questions restées sans réponse refont soudainement surface. Ce soir-là, j'ai maintenant une réponse claire à tout ce que je n'avais pas su formuler. La machine me comprend. Elle est devenue intelligente. Et pour de vrai, cette fois. L'ordinateur venait de passer d'un simple acteur à un véritable concepteur. Après l'eau, le gaz, l'électricité et l'essence, cette fois c'est l'intelligence pure qui devient accessible à tout le monde en un rien de temps. Passant de l'émotion à la déprime, comprenant ce qui était en train de se produire, je me suis rapidement demandé, mais à quoi allons-nous servir dans 10 ans? Puisque tout est maintenant possiblement créable, simplement et rapidement, par une pseudo-personne dont le quotient intellectuel est inestimable.
Histoire inventée de toutes pièces. Lettres, introductions, dissertations, mails, cours, livres, poésie, poèmes, chansons, programmes alimentaires, sportifs ou informatiques. Absolument tout peut être créé simplement, rapidement et avec un résultat proche de l'irréprochable. La définition du concept de création que j'avais si bien construit s'envolait. Et cette question grossissait, grossissait, grossissait. Mais finalement, qu'est-ce que créer? Sommes-nous encore capables de créer après cette avancée? La création résulte de la capacité qu'a l'humain à s'imprégner des éléments constitutifs de l'environnement dans lequel il vit. La création n'est alors que l'expression de notre identité. C'est une sorte de copier-coller de ce qui existe déjà, mais en mieux. Pardon, à notre image. Mais la création demande temps, effort et concentration. Et nous avons fondamentalement besoin d'assistance. En réalité, l'intelligence artificielle n'est rien d'autre qu'artificielle. Elle est entièrement dévouée à nous assister, et non pas à nous remplacer. Cependant, cette technologie va transcender notre monde. Elle va transcender notre monde car elle n'arrive pas seule. Elle est accompagnée d'un système de technologies du monde physique qui pourront bientôt fonctionner ensemble, en même temps, et qui pourront interagir entre elles de manière intelligible. Imaginez que dans seulement quelques années, nous puissions contrôler des pans entiers des composantes complexes de notre vie. Se déplacer, fermer ou ouvrir des portes, chauffer, analyser et par conséquent anticiper, prévenir et alerter sur des problèmes, des failles, des risques qui peuvent s'aggraver. Voilà une infime partie des innombrables actions que cette technologie nous permettra d'automatiser. C'est à nous, futurs acteurs du monde nouveau, participant au développement 4.0, d'en maîtriser l'évolution qu'elle engendrera. Nous devons anticiper ces effets. Nous devons accompagner les générations précédentes à intégrer de nouvelles habitudes. Et nous devons ensemble travailler à son bon développement. Tout simplement car l'appréhender, c'est déjà le vivre. Ce présent-futur qui est à notre portée. Merci de m'avoir écouté. Et je pense que nous pouvons lancer notre avant-dernier orateur, qui est Émilien Théron. Bonsoir à toutes et à tous. On m'avait dit qu'il y aurait moins de monde, donc ça fait un peu plus... Bon. Donc, je vais tout d'abord me présenter très brièvement. Je m'appelle Émilien Théron. Je suis actuellement en première année de licence de droit à l'université de Clermont-Auvergne. Et je suis originaire du Cantal. Et c'est ce qui est le plus important à retenir. S'il y a des Puy-de-Dômois dans la salle, vous êtes qu'en deuxième position, ne vous en faites pas. Donc, je me suis longuement demandé sur quoi j'allais parler. 5 minutes, c'est court pour vous, mais c'est long pour nous. Hein. Donc, j'ai posé la question à un ami, et il m'a dit quel est le but de l'association. Alors, je lui ai dit, l'association Les Engagés incite les jeunes à s'engager en politique. Alors, il m'a dit, eh bien, tu l'as trouvé. T'as ton sujet, l'engagement politique. Je lui ai répondu, si je commence à leur parler de politique, au bout de 2 minutes, il n'y a plus personne. Et c'est cette réponse qui m'a fait réfléchir. En effet, pourquoi on se demande et on se dit que la politique ennuie les jeunes, alors que la politique, c'est quand même la base de tout? Alors j'ai tenté de répondre à cette problématique, et j'ai trouvé 3 réponses qui me semblent assez intéressantes.
La première, c'est selon moi ce qu'on appelle les affaires. On arrive dans un thème un peu, entre guillemets, compliqué. Chacune et chacun d'entre vous ont des exemples d'affaires. Les personnalités politiques ont, pour pas mal d'entre eux, l'habitude d'avoir accès aux tribunaux, si on peut le dire. Je suis pas censuré, hein? C'est bon? Bon. Non, sans plaisanter. Mais malheureusement, c'est vrai, et pas mal de politiciens ont des soucis avec la justice. Et il faut le dire, c'est une minorité. Tous les politiciens ne sont pas corrompus et ne font pas que des conneries, entre guillemets. Et heureusement, sinon ça ferait un moment qu'il y aurait eu d'autres révolutions. Mais c'est cette minorité, et c'est le problème de la France de temps en temps, c'est qu'on a tendance à prendre la minorité et la mettre à la globalité. Or, la globalité, il faut le dire, la majorité des politiciens font leur boulot, si on peut le dire. Ils font leur fonction, voilà. Donc après, la deuxième réponse que j'ai tenté de trouver, c'est celle des bêtises qui peuvent être dites en politique. En effet, on en entend. Là, je pense que si je vous donnais la parole, mais je n'ai pas le droit, il y aurait beaucoup d'exemples de bêtises politiques. Très récemment, il paraît que si l'on veut sauver le climat, il faudrait arrêter de mettre des sapins de Noël. Ou encore qu'il faudrait supprimer le Tour de France. Alors je vois quelques Clermontois dans la salle, il faudra choisir entre la planète ou le Tour de France au sommet du Puy-de-Dôme en 2023. Bon, c'est pas mon problème. Nous, le Puy-Marie, on l'a eu il y a 2 ans. Donc, ce qu'on demande à un homme politicien, c'est pas d'être irréprochable, en effet. Car si je vous demande dans la salle, est-ce que vous, monsieur, vous êtes irréprochable? Non? Bon, voilà. Madame, êtes-vous irréprochable? Personne n'est irréprochable, merci. Et c'est vrai, qui peut se prévaloir d'être irréprochable? Mais on ne demande pas à un homme ou une femme politique d'être irréprochable. On lui demande d'être juste, sérieux, et d'être également, j'ai mangé le mot, et d'être également droit dans ses bottes, si je puis dire. Et de montrer l'exemple, car si l'on souhaite prendre des fonctions politiques, il faut montrer l'exemple. Et le troisième exemple, qui m'est un peu plus personnel, et c'est ce que j'aime bien, c'est que il faut, lorsqu'on donne une parole, il faut la tenir. Vous savez, j'ai un département où, dans le Cantal, lorsqu'on donne une parole, elle est plus importante qu'un acte signé. Mon grand-père était marchand de bestiaux, et lorsqu'il allait chez le paysan du coin, acheter des bêtes, il se tapait dans la main, et puis ensuite, c'était fini. On ne revenait plus sur le marché. Alors, le prix, c'était fait, et l'affaire était conclue. Si l'un d'entre eux tentait de revenir sur le marché, il pouvait être sûr que la prochaine fois, mon grand-père, il n'y allait plus. Alors la parole, c'est très important. Et lorsqu'on entend, il y a des exemples également, une personnalité politique dire « je ne ferai jamais cela », et que 3 jours après, il le fait, comment dire? On comprend pourquoi il peut exister un ras-le-bol, que ce soit les jeunes ou l'ensemble des citoyens. Donc après, c'est pas facile parce qu'on ne sait pas combien de temps ça dure. Hein. Donc, pour conclure, c'est vrai qu'on ne demande pas d'être irréprochable, comme je l'ai dit. Mais les jeunes aujourd'hui se désintéressent et tous ces aspects et toutes ces réponses peuvent être intéressantes en effet. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous avons une lourde tâche et les engagés le font très bien. Il faut inciter les jeunes à faire de la politique. La politique, il faut le dire, la politique, c'est quand même, elle est belle lorsqu'on fait de la politique pour les autres, lorsqu'on le fait pour aider les gens, lorsqu'on le fait pour changer les choses dans le bon sens ou dans le mauvais sens, ça peut arriver, on peut tous dire des bêtises et que ça change, mais voilà. Et j'aimerais conclure sur le fait que la politique est belle, surtout pour nous les jeunes, il faut qu'on le pense très sincèrement et qu'on le dise autour de nous, nos amis, nos proches, nos camarades de classe. La politique est belle lorsqu'elle est sincère. Voilà, je vous remercie. En tout cas, je veux qu'on lui souhaite un max d'encouragement à Arnaud Bessac. Mesdames et messieurs les jurés, bonsoir. C'est peut-être un détail pour vous, mais je suis amoureux. Cupidon m'a touché de sa flèche, et désormais, un sourire béat est constamment scotché à mes lèvres. Un immonde filtre rose obstrue ma vision, et l'hymne à l'amour d'Edith Piaf résonne dans mes oreilles. Bref, je suis malade.
j'ai pris conscience de ce fléau qui me rongeait de part en part dans un lit, en contemplant le doux spectacle d'un plafond étoilé, de taches de peinture et d'insectes écrasés. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'inévitable. Aphrodite m'avait prise dans ses filets. Et à cet instant, tous les atomes, toutes les cellules de mon corps se heurtaient, s'entrechoquaient dans une délicieuse dissonance, cette sérénade ne signifiant qu'une chose, le mal avait atteint la racine. Fin du premier acte, le choc et la sidération. Alors, dans le but de trouver une solution à mon problème, j'ai décidé d'entrer en religion, afin de demander au Seigneur des réponses sur mon état, mais des réponses, il n'en avait pas. Vous savez, on dit que Dieu ne rentre pas dans les détails, mais on oublie trop souvent que ses fidèles, eux, rentrent dans des enfants. Aujourd'hui, le diable ne se cache plus dans les détails, mais bel et bien sous la soutane d'un curé. Ces quelques informations m'ayant refroidi, j'ai alors décidé de m'éloigner un temps de la foi et de la chrétienté, et toujours dans le but d'en apprendre plus, de me renseigner, j'ai cherché mes symptômes sur Internet. Angoisse, accélération du pouls, rougeur, excitation, palpitation. J'oscillais alors entre l'AVC et la crise cardiaque. Et donc, après une consultation chez un cardiologue de renom, un IRM, un scanner, un électrocardiogramme, un test d'effort, on m'a assuré que ce n'était rien de tout ça. Et donc, une fois la solution ecclésiastique écartée, et à présent sûr que mon cœur n'allait point exploser, le deuxième acte, la fuite et la recherche, était terminé. Mais alors, il me fallait prendre une décision. Et pour cela, j'ai suivi les conseils de Pierre Desproges. Je cite, « Il faut toujours faire un choix. Comme disait Himmler lorsqu'il quittait Auschwitz pour aller visiter la Hollande, on ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Mon sort, il a bien fallu l'accepter. Cette femme, j'ai décidé de l'aimer. Alors, je me voyais déjà lutter contre vents et marées, traverser déserts et montagnes, des plus exotiques contrées, simplement dans le but d'obtenir un unique baiser. Cette femme, c'était un bourgeon en fleurs dont on ne peut découvrir la beauté que si on le regarde de près. C'était une mélodie de 1000 oiseaux chantant en chœur afin de réchauffer le vôtre. Une once de ciel bleu au milieu de la noirceur de ce foutu monde. Et donc, pour cette femme parfaite, je me suis dévoué. J'ai donné mon corps, mon âme, ce qui conclut le troisième acte. Voici maintenant le clou, le final, l'apothéose. Mesdames et messieurs, voici venu l'acte final. Pour cette femme parfaite, je me suis dévoué, mais tout cela n'était que trop beau. Après tout, rien n'est jamais vraiment fait pour durer. Il me fallait un retour à la réalité. Fin de la pièce. Retour au noir, retour à ce plafond moucheté. Seulement quelques secondes s'étaient écoulées. Mon corps était resté immobile, mais mon esprit malade, lui, a voyagé. Il a créé une merveille, déesse parmi les déesses. Son seul défaut aura été d'être inventé de toutes pièces. Mesdames et messieurs, voici venue la fin de cette épopée. C'est peut-être un détail pour vous, mais cette femme, elle n'a jamais existé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc on va remettre les prix. Je vous propose de commencer tout de suite par la troisième place, pas trop faire durer le suspense. Donc en troisième, petit suspense peut-être dans la salle. Samarcande. Avec un prix remis par Nathanaël Lénard, secrétaire adjoint d'Isias.
Donc tu as le choix, tu as carte cadeau de 50 €, un livre au choix et une enveloppe laser game ou trampoline park. Donc tu choisis. Tout de suite en deuxième place, suspense, Arnaud, avec un prix remis par Catherine Boutin-Henry, qui est professeure de communication et membre de l'IHEDM. Donc toi, tu as une carte cadeau de 100 €, un livre au choix et une enveloppe au choix, laser game ou trampoline park. Maintenant, je pense que tout le monde a pu voter pour le prix du public, donc vous avez élu votre orateur préféré. Et c'est... Suspense. Jules. Tu avais amené des soutiens peut-être dans la salle? Ah ouais, ça rapporte du public. Donc voilà, le prix du public remis par Steve Macaire-Beausoleil, qui est venu représenter le maire de Clermont-Ferrand, la ville de Clermont-Ferrand, qu'on remercie pour le financement, et on remercie Steve Macaire d'être venu ce soir. Donc toi, pareil, tu peux choisir laser game ou trampoline park, un livre, et tu gagnes une carte cadeau de 100 € aussi. Et en fin de compte, le grand gagnant, ou la grande gagnante du concours, qui remporte un saut en parachute ou une activité au choix parmi 6500 activités extrêmes, une enveloppe de notre partenaire Laser Game, The Jump, au choix et un livre. Et ça sera, suspense, Warda, qui avait aussi amené du public, des soutiens dans la salle. Un prix remis par Sébastien Galpier, vice-président du département, en charge de la culture et du patrimoine. Encore merci aussi à Emma, qui est venue représenter la Fédération nationale Les Engagés, l'association qui nous a permis d'être ici et qui nous a donné envie de nous engager. Merci aussi à Jordan d'Oxoteam, qui nous a pas mal soutenus pour cet événement, qui nous a financé, qui va nous permettre aussi de continuer nos activités cette année. Merci beaucoup. Merci au reste du jury, encore merci, Sébastien Galpier, Catherine Boutin et Nathanaël. Vous pouvez les applaudir aussi, ils ont fait un super travail ce soir pour noter nos orateurs. Et merci à vous, le public, d'être venus nombreux pour soutenir les orateurs, pour voir des beaux discours pour cette deuxième édition du concours d'éloquence. Merci beaucoup, bonne semaine. Pour ceux qui ne sont pas en vacances, c'est bientôt. Pour ceux qui travaillent, désolé. Bonne soirée, merci d'avoir suivi ce concours d'éloquence.